Ça fait longtemps déjà, trop longtemps, que je me sens infirme. Comme amputé d'une partie de moi, de mon histoire, de notre histoire. Depuis longtemps, je sens qu'il manque des pièces à mon puzzle, des pierres à mon édifice, des lumières sur ma route, des repères sur mon chemin. Je veux retrouver la mémoire, celle de mes pères, celle de nos anciens. J'ai besoin de savoir qui je suis, d'où je suis et où je suis. Pour ça, je dois savoir qui ils étaient. « 14-18, la Première Guerre mondiale a fondu sur les peuples de nombreuses nations et de tous les continents. Les dessins du peintre Eugène Burnand en témoignent, parmi d'autres. Plus que toutes les autres nations, la France en guerre fit appel au réservoir humain de son immense empire colonial, et ce sont plus de 600 000 coloniaux, pour la plupart soumis au code de l'indigénat, que l'on fait venir au secours d'une patrie qui pourtant en faisait des sujets et non des citoyens. Ils seront de toutes les batailles, sur la Marne dès 1914, en Artois et en Champagne en 1915, sur la Somme 1916, dans l'Aisne et la bataille de Verdun en 17, ainsi que dans les grandes offensives décisives de l'année 1918. Sur ces 600 000 combattants venus d'au-delà des mers, près d'un quart trouveront la mort sur les champs de bataille. Les Maghrébins, Algériens, Marocains, Tunisiens débarquent en France dès la mi-août 1914 et sont immédiatement engagés dans les combats de la Marne et dans ceux de la course à la mer. Jeune officier, le futur maréchal Juin écrira « Des 4000 combattants débarqués en France un mois auparavant, il ne restait plus que 800 hommes valides. » Ces spahis qui montent au front en traversant le pays sont les héritiers de ceux qui ont défendu Paris en 1870. Mais les grandes charges à cheval d'hier se briseront sur le feu des armes nouvelles et feront des hécatombes dans les rangs de tous les régiments de cavalerie. L'Afrique du Nord fournira ainsi 139 000 soldats, dont près de la moitié d'Algériens. D'autres Algériens, environ 120 000, découvriront la métropole à travers les usines d'armement, pour lesquelles ils sont recrutés d'office. De retour de guerre, le tirailleur Mohamed Ben Mohamed, dit Slimane, écrira « Des 28 jeunes qui sont partis avec nous en France, seul moi, le fils Ben Tolbi et le fils Ben Brahim sont encore vivants. Le premier a une jambe coupée et du gaz dans les poumons. Le second est aveugle. Tous les autres sont morts. Des humains d'hier, nous ne sommes plus que des corps et des esprits desséchés. Nous sommes les survivants d'une chose terrible. On nous a menti, on nous a utilisés comme des marionnettes. Les blessures ne resteront pas dans notre peau. Elles seront gravées pour toujours dans nos cœurs. » Les Africains. Les Africains sont connus sous le vocable de tirailleurs sénégalais, mais 50 ethnies les composent. En fait, les Sénégalais, ceux qu'on a appelés les Sénégalais, venaient de tous les pays qui constituent aujourd'hui l'Afrique occidentale, le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Guinée, le Dahomey, la Côte d'Ivoire, je les cite en désordre, le Niger, et même des pays qui constituaient jadis ce qu'on a appelé l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire le Congo, le Tchad, le Gabon et la République centrafricaine. Dès 1910, le général Mangin prône le recours à la force noire. Le sang des Africains sera, dit-on, le prix de leur dette envers une France qui leur a généreusement apporté la civilisation. Le général Mangin, connaissant très bien l'Afrique, il a eu l'idée de faire des Africains des soldats
qui combattraient aux côtés des métropolitains dans la future guerre qu'on imaginait dès lors, d'ici peu du moins, avec l'Allemagne. Et ceci se passait dans les années 1905-1914. En 1910, il publie un livre fameux, La Force Noire, et dans lequel il développe deux thèses. La première, c'est la France n'a plus d'enfants, ou ne fait plus d'enfants. Et la deuxième thèse, eh bien, adressons-nous à l'Empire et tout spécialement à l'Afrique noire, parce qu'en Afrique noire, nous avons beaucoup de futurs soldats et d'excellents soldats. Pendant la guerre de 14-18, les premiers tirailleurs ont été engagés très rapidement dans des opérations dans le nord de la France, en particulier durant ce qu'on a appelé la course à la mer, c'est-à-dire après la première bataille de la Marne. Et les soldats noirs ont été confrontés au feu allemand dès la mi-septembre et tout spécialement en novembre et au début décembre dans les combats meurtriers de Dixmude et d'Ypres. Les tirailleurs qui arrivent en France sont au début envoyés presque directement au combat, au front. Les recrutements n'étaient pas encore très importants en Afrique, mais dès le début de 1915, on procède à de nouveaux recrutements parce qu'il faut renouveler des hommes. On manque de soldats dès cette époque. Mais très vite, le volontariat cède la place à la contrainte, et une contrainte qui ressemble, mais surtout en 1916, à une véritable chasse à l'homme. On procède à des recrutements autoritaires avec l'aide des chefs et des auxiliaires de police qu'on appelle les gardes-cercles, c'est-à-dire en fait une sorte de gendarmerie dans les subdivisions administratives, et les commissions de recrutement écument un peu les régions. Dès 1916, on s'aperçoit que l'emploi des tirailleurs, des soldats noirs au front en hiver est très inefficace. En réalité, ces soldats ne sont pas du tout faits, on s'en doute, pour combattre l'hiver ou même rester dans la zone du front l'hiver. Donc on imagine de les envoyer à l'arrière et on construit de grands camps d'accueil et d'entraînement dans le midi de la France. À Fréjus-Saint-Raphaël, il y a eu, à la fin de la guerre, jusqu'à 40 000 soldats indigènes qui séjournaient, on disait indigènes, ça veut dire des Sénégalais, mais aussi des Indochinois, c'est-à-dire ceux qu'on appelait Anamites, qui étaient essentiellement des Vietnamiens. Il y avait des Malgaches, il y avait des Somalis, il y avait même des Kanaks. 100 ans après le début de la Grande Guerre, Fréjus, qui abritait à l'époque une quinzaine de camps de tirailleurs pour l'hivernage et l'instruction militaire, garde encore les traces du passage des poilus d'ailleurs. Il y existe encore la première pagote construite en Europe en 1917. On trouve aussi à Fréjus la mosquée Miziri, inspirée de celle de Djenné au Mali, et bâtie 10 ans après la fin de la Grande Guerre en hommage aux soldats musulmans. Et sur la promenade du bord de mer, un bronze rappelle aux citoyens du XXIe siècle le sacrifice des tirailleurs africains. Passant, ils sont tombés fraternellement unis pour que tu restes français. Le futur président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui signe cette épitaphe, a perdu 2 frères au chemin des dames. Au Cournot, dans le bassin d'Arcachon, un autre camp d'hivernage destiné aux tirailleurs africains, surnommé le camp de la misère, fut bâti en 1916. Construit sur des terrains insalubres, on y laissa mourir près d'1 millier de jeunes tirailleurs touchés par des maladies pulmonaires. Et selon des rapports officiels qui le confirment, on se servit aussi des Africains comme de cobayes pour expérimenter en dehors de tout protocole médical des vaccins contre le pneumocoque, sans résultat.
Les troupes noires ont combattu à plusieurs reprises de façon remarquable, sinon décisive, mais parfois décisive, en particulier en 1914 dans la défense d'Ypres et d'Ixmude, en 1916 sur la Somme, en 1917 dans l'offensive manquée de Nivelles au chemin des Dames le 16 avril, à nouveau en octobre 1917 dans la bataille de la Malmaison, également à Verdun, et enfin, et surtout, dirais-je, dans la défense de Reims. Autrement dit, les troupes noires ont été à tous les moments décisifs de la guerre aux premières loges. Nous nous trouvons ici sur un des champs de bataille et de bataille acharnés de la seconde bataille de la Marne en 1918, de mai, en fait la fin juillet 1918. Ce qu'on voit en face de nous, ce sont les champs des combats entre, au fond, Tinqueux, la Neuvillette, la rivière La Velle, et si l'on tourne, derrière nous, nous avons la Marne. Sur cet immense espace se sont déroulés, au mois de la fin mai 1918, des combats d'un acharnement extraordinaire. Le rôle des Africains dans la défense de Reims n'est pas du tout anecdotique. C'est en réalité un rôle tactique capital, car les Africains se sont sacrifiés à plusieurs reprises et ont emporté des lignes allemandes. Certains des bataillons se sont sacrifiés à tel point que les 2/3 des hommes ont disparu. Les pertes des tirailleurs sénégalais engagés dans la bataille de Reims ont été si considérables et leur rôle si important qu'à la fin de la guerre, on a jugé que c'était un devoir de mémoire de construire un monument à la gloire des tirailleurs sénégalais. Ce monument avait sa réciproque à Bamako, au Mali. En 1940, le monument de Reims a été détruit par les Allemands, ce qui n'était pas innocent, tandis que celui de Bamako est toujours en place. Pendant la guerre, leur combativité et leur bravoure fait l'admiration de tous. Mais derrière les compliments officiels et la bonhomie des images d'époque percent les échos des terribles combats qui parviennent jusqu'en Afrique. Les commissions de recrutement se heurtent à des révoltes populaires. Petit à petit, les refus prennent un caractère collectif, des manifestations, par exemple manifestations de femmes, mais également manifestations collectives armées dès la fin de 1915. Il y a une révolte qui éclate au nord de Bamako, dans l'actuel Mali, dans un pays qui ne s'était pas signalé par sa désobéissance jusqu'ici. Et au contraire, ce pays était peuplé de Bambara, et beaucoup de Bambara étaient entrés dans l'armée coloniale. Ce pays, le Bélédougou, au nord de Bamako, se révolte. Et c'est la première révolte. Elle est matée assez facilement. Puis, à la fin de 1915, tout à fait à la fin de 1915 et en 1916, a lieu la plus grande révolte qui est, à mon sens, existé en Afrique noire francophone au cours de son histoire coloniale. Une révolte qui a duré 9 mois et qui s'est soldée par un échec dramatique, mais qui a nécessité une répression très dure. Ces révoltes qui ont éclaté en Afrique occidentale essentiellement ne sont pas connues en France, ou plutôt, la censure a tellement bien fonctionné qu'on s'est arrangé pour qu'on en connaisse très peu de choses. C'est bien que l'opinion n'a pas été avertie de l'ampleur de ces révoltes et n'a pas vu du tout toutes les conséquences que ça aurait pour l'avenir, révoltes qui ont laissé jusqu'à nos jours un souvenir extrêmement vivant. La consigne gouvernementale était de ne pas en parler. Je dois dire qu'il y a eu des révoltes aussi en Afrique du Nord, en Algérie, à la même époque, et que ces révoltes, de la même façon, dans le Constantinois en particulier, ont été masquées par la censure. Tout au long de la Grande Guerre, les troupes coloniales sont mises à l'honneur sur les murs de la France et dans le quotidien des Français. Après les hostilités, leur rôle sera minoré et durant des décennies, le tirailleur sénégalais invitera chaque matin les enfants au petit déjeuner. Ce Yabon méprisant fera écrire à Léopold Sédar Senghor « Je déchirerai le rire banania de tous les murs de France ». Il est loin le temps où, devant le sang versé,
on ne contestait pas le droit du sol, ce sol de France dans lequel reposent ceux qu'on a fait venir d'ailleurs, ceux dont le général Mangin célébrait le sacrifice. Combattants sous nos drapeaux, enfants du soleil, vous étiez déjà fils de la France. Maintenant que votre sang a libéré son territoire, vous êtes devenus ses enfants. Voilà, alors c'est la une du journal Le Monde datée du jeudi 12 novembre 1998, donc qui est paru la veille le 11 novembre. Et il annonce que la veille, donc le 10 novembre, à Thiovor, un petit village du fin fond du Sénégal, est mort le dernier tirailleur sénégalais, Abdoulaye Ndiaye, qui était âgé, disait-on, de 104 ans, et qui est mort d'une manière extraordinairement symbolique la veille du jour, le 11 novembre, où l'ambassadeur de France à Dakar devait venir dans son village pour lui remettre la Légion d'honneur. Donc c'était bien longtemps, c'est-à-dire 80 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, la France, pour ainsi dire, se rappelait de son existence, alors qu'il était, selon toute vraisemblance, le tout dernier des tirailleurs africains en vie à cette époque, en 1998. Voilà, et il se trouve que j'avais eu la chance, quelques semaines auparavant, de le rencontrer, de l'interviewer pendant 2 jours. Par exemple, il expliquait les conditions de son engagement, très particulier. Il racontait qu'il avait un cousin qui s'était échappé dans la brousse pour ne pas être recruté, et que en représailles, les autorités coloniales avaient enlevé son oncle, et qu'il s'était engagé pour permettre la libération de cet oncle. Il décrit aussi le fait que les adieux avec les villages étaient déchirants, et que donc quelque part, sans le savoir très bien, tout le monde comprenait parfaitement que les gens qui partaient à la guerre, on n'allait peut-être plus jamais les revoir. Il expliquait la solidarité qui s'est nouée avec les soldats français, et quelque chose, je pense, qui a joué énormément dans les mouvements d'émancipation des Africains. C'est-à-dire que dans le combat, Abdoulaye Ndiaye, qui en partant pensait que les Blancs étaient dotés de pouvoirs supérieurs, voilà, étaient des gens, des humains supérieurs. Il voyait que dans les tranchées, ils avaient peur comme lui, qu'ils pleuraient, qu'ils appelaient leur mère en mourant, que c'était ni plus ni moins des êtres humains comme lui-même. La rencontre entre les colonisés et les colonisateurs ont montré que d'autres formes de rapports étaient possibles. Et c'était déjà plus qu'implicite en guerre de 14, puisqu'on connaît l'engagement du député sénégalais Blaise Diagne, qui pensait que le sacrifice des Africains allait pouvoir déboucher sur une égalité au moins juridique après la guerre, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui frappait d'emblée dans le physique d'Abdoulaye Ndiaye, qui était un beau vieillard qui se tenait bien droit, qui avait encore une très belle tête, c'est qu'il avait un assez gros cratère dans le crâne, qui était le résultat d'une blessure. Et son livret militaire que j'avais retrouvé fait état de 2 blessures. L'une dès août 1914 en Belgique, et l'autre sur la Somme en juillet 1916. Bien sûr, il avait du ressentiment, et il pensait que la France aurait dû l'honorer davantage et s'occuper de lui. Il vivait dans le dénuement le plus absolu. Ironiquement, il montrait une carte de réduction de la SNCF que l'administration française lui avait fait parvenir, bien que depuis 1918, il n'était jamais revenu en Europe. Il racontait qu'il avait attendu 1949 et le récit de tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale, cette fois, pour comprendre qu'il avait le droit à une pension, donc entre les 2 guerres, il n'avait rien touché. Et au moment où j'avais rencontré en 1998, il touchait par mois 340 francs 21, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 50 de nos euros, pour solde de tout compte. Tout ça en raison de ce qu'on appelle la cristallisation, c'est-à-dire que le fait que dans les années 60, la République française a décidé de geler les pensions servies aux anciens coloniaux.
L'Afrique noire d'aujourd'hui conserve le souvenir des faits d'armes glorieux de ses poilus, mais aussi la mémoire amère des disparus, attisée par l'ingratitude d'une France oublieuse jusque dans sa politique de pension. Depuis qu'il est rentré dans l'armée en 1418, pendant la guerre de 14-18, aucun renseignement n'a été reçu de lui. Il est perdu dans la guerre 14-18. On n'a eu aucune trace de lui. Aucune trace. Il est parti à la guerre, mais aucune nouvelle. Mon père a fait la campagne 14-18. Et les souvenirs que j'ai eus de lui, c'est sa citation. Il a été cité la croix de guerre à la campagne de Somme, à la Somme, il a été cité. C'est grâce à cette citation qu'il a eu la retraite du combattant. Ils ont beaucoup souffert. À la libération, on les avait promis une prime de tranchée. Mais après la libération, jusqu'à nos jours, rien n'a été. Une guerre. Quant à la mère de M. Diarra, elle a réclamé pendant 40 ans le versement de la pension de réversion de son époux en vain. Après son décès, en 1944, alors nous avions eu quand même à déposer les dossiers qui sont allés en France. Mais malheureusement, alors ce dossier a été rejeté. Et quand nous pensons que notre père, vaillant guerrier de la guerre 14-18, porteur de plusieurs blessures, à la jambe droite aussi bien qu'au palais, et que sa pension ne soit pas versée à ses ayants cause pour une simple erreur de date. Le papa avait presque toutes les médailles. Il avait presque toutes les médailles, même la Légion d'honneur. Les Chinois. Pour combler le manque de main-d'œuvre, le ministère de la Guerre envoyait des missions en Chine, recruter massivement des travailleurs. Face à la gare de Lyon, où ils sont arrivés en août 1916, une plaque témoigne de leur passage. De 1916 à 1918, 140 000 travailleurs chinois participèrent en France à l'effort de guerre des Alliés et perdirent plusieurs milliers des leurs. Au lendemain de la victoire, 3 000 d'entre eux s'installèrent définitivement dans ce pays. Ils sont embauchés tant pour l'industrie d'armement que pour les travaux de l'arrière. Ce ne sont pas des combattants et ils perçoivent un salaire. Les forces anglaises en recruteront aussi près de 100 000 qu'elles utiliseront à leur gré sur les théâtres des opérations pour leurs travaux d'intendance ou leurs ouvrages défensifs. Les traditions que ces Chinois ont apportées avec eux n'ont guère changé et le nouvel an chinois qu'on fête encore aujourd'hui est semblable à celui qu'ils célébraient au front durant le premier conflit mondial. Des 140 000 Chinois, il ne reste plus que le marbre, calligraphié sur quelques centaines de tombes dans 2 cimetières militaires anglais dans le nord de la France.
Les Indochinois. Selon les termes de l'époque, ils sont Cochinchinois ou Annamites ou Tonkinois. 17 bataillons composent les forces venues d'Asie. Mais c'est aussi 90 000 hommes qui sont acheminés vers la France pour contribuer dans les usines à l'effort de guerre. Les Kanaks. Dans une lettre à sa famille, le jeune caporal Fernand Goyetch témoignera de l'arrivée des premiers Kanaks à Marseille en août 1916. De toutes les fenêtres sortent des curieux. Les uns disent « Ce ne sont pas des Sénégalais, ils ne sont pas si noirs et sont plus costauds. Ce sont des gens du Dahomey. » Les autres disent « Je crois que ce sont des Malgaches. Pourtant, ils ne ressemblent pas à tous ceux que nous avons vus débarquer l'autre jour. » Bientôt, nous fûmes accostés de tous côtés par des personnes curieuses qui nous demandaient « Mais alors, caporal, qui sont ces hommes ?» Des Néo-Calédoniens. D'où venez-vous? De Nouvelle-Calédonie. Un « Ah » sortant du plus profond de la poitrine du questionneur décrivait son étonnement. « Mais alors, ce sont des anthropophages ?» Un grand éclat de rire était notre seule réponse. Alors, les premiers sont arrivés à Marseille. Ils ont d'abord parcouru, on peut dire, toute la Côte d'Azur en faisant des travaux de cantonniers ou bien en étant dockers sur le port de Marseille. Ensuite, lorsqu'ils sont montés au front la première fois en 1917, ils sont allés à l'arrière du chemin des Dames. Ils sont partis de Soissons pour aller environ jusqu'à l'arrière de Craonne sur le plateau de l'Ailette. Et puis la troisième fois, ils ont surtout stationné autour de Soissons encore une fois et jusqu'à Vallée-Caumont dans l'Aisne. Les tirailleurs kanaks du Pacifique ont participé à plusieurs sortes de combats. Les premiers sont dans ce qu'on appelle la bataille de Champagne. Alors, le bataillon du Pacifique comporte deux compagnies de Kanaks et 2 compagnies de Tahitiens. Les Tahitiens viennent donc de Tahiti. Et contrairement aux tirailleurs kanaks qui, eux, sont des indigènes, ils sont soumis au régime de l'indigénat, les Tahitiens, eux, sont des citoyens français. Mais ils font partie de ce bataillon du Pacifique. Les Tahitiens qui sont partis avec le premier contingent en avril 1915, eux ont été dispersés, comme les Calédoniens, dans des régiments d'infanterie coloniale, aussi bien sur l'armée d'Orient que sur le front de l'Est et du Nord de la France. Sur les 1000 Kanaks partis combattre en France, 383 ne reviendront jamais. C'est la plus forte proportion de pertes de toutes les troupes engagées durant la Grande Guerre. Alors, sur la proportion des Kanaks morts, donc les 383 Kanaks, il y en a les 2 tiers qui sont morts sur la Côte d'Azur, ils sont morts de maladie, et 1 tiers qui est mort vraiment sur les lieux de combat, que ce soit à l'arrière ou dans des batailles, puisqu'ils ont participé à 2 batailles principalement, la bataille du plateau de Paly, près de Soissons, et la bataille de Vallée-Caumont dans l'Aisne. À Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, sur le monument aux morts de la ville, les tirailleurs Kanaks du bataillon du Pacifique, morts pour la France, furent oubliés pendant 80 ans. Leur nom n'apparaissait même pas à l'arrière du monument. Dans le marbre, y était seulement gravé le nombre de tirailleurs Kanaks qui étaient tombés par commune d'origine. Il faudra attendre 1999 pour que leur nom soit enfin inscrit
au-devant du monument. En ce printemps 2014, dans le cimetière militaire de Flavigny, dans l'Aisne, un parent est venu du bout du monde honorer avec les manous de la coutume le tirailleur Calépo, originaire de Lifou, mort pour la France quelques jours avant la fin de la Grande Guerre. 10 ans plus tôt, ses arrière-petits-enfants avaient adressé une lettre au président de la République pour le retour des restes de leur ancêtre sur son île. Le courrier est resté sans suite. Les corps des Kanaks n'ont pas été rapatriés en Nouvelle-Calédonie parce qu'il fallait que la famille paie, la famille avait à sa charge le transport depuis le lieu de départ du navire jusqu'à la Nouvelle-Calédonie et puis ensuite jusqu'à la tribu. Aucune famille mélanésienne n'avait la possibilité de payer ces frais-là. L'État, lui, se chargeait du montant du lieu d'inhumation jusqu'au navire, jusqu'au lieu où se trouvait le navire. Nous, les descendants de ces vieux-là, on les pleure toujours. Hein. On aimerait bien que tout le monde sache que nos vieux aussi ont été là. C'est bien. C'est même plus que bien. Ça nous permet de visionner l'avenir différemment. Nous, les enfants, les petits-enfants, ça nous permet à nous d'avoir un avenir plus stable, plus posé. Un avenir commun. Pour un avenir commun, il faut une histoire commune. C'est le lien qui nous lie, nous. Les Antillais. En 1998, nous sommes allés aux Antilles à la rencontre des témoins et des acteurs de la Grande Guerre, aujourd'hui disparus. En 14-18, j'étais à l'école, au bout des Trois-Rivières, quand on a dit, les gendarmes ont dit, la guerre est éclatée, il faut partir. Et les élèves, allez, racontez à tous vos parents, il y a la guerre. Nous sommes partis en courant et en criant, il y a la guerre, il y a la guerre. J'ai eu 4 frères qui sont partis. René, Duval, et Gérard et Célestin, appelé Fernand. Ils sont partis tous du port de Basse-Terre. On avait rassemblé tous les appelés au port de Basse-Terre. Et les parents, les amis, ceux qui allaient, on a été là pour les voir partir. On les a vus partir. Tout le monde pleurait. Mon père a été mobilisé. Il avait 10 enfants. Et le jour de sa mobilisation, il était à la caserne de Pointe-à-Pitre en train de s'habiller quand une dépêche de Paris du ministère de la Guerre est arrivée pour dire de renvoyer dans leur foyer tous les pères de famille nombreuses. À mon père qui avait commencé à s'habiller, qui avait déjà une partie de l'uniforme sur lui, à tout remettre en place. Il s'est réveillé en civil et puis il est rentré à la maison très tard dans la nuit. Ils nous ont surtout raconté qu'ils étaient dans les tranchées, la boue jusqu'à presque à la gorge. Ils étaient sales, mouvants, mais ils rentraient, ils sortaient, ils faisaient la guerre. J'ai mon frère, Fernand, qui a tenu les Allemands en alerte devant un pont, parce qu'il faisait partie des zouaves. Il était méchant, alors mon père avait demandé qu'il soit zouave. Il y a mon frère Gilbert, qui a souffert car il est revenu avec... Il a été blessé. Il a été blessé, je sais où c'est, mais j'oublie. C'était tout près de Paris, quand on allait vers la Marne.
On était déjà sous les sources de la Marne. Il a été blessé à l'épaule, mais il est rentré et puis il est redevenu à vie. Seulement, ils ont quand même respiré le gaz asphyxiant de la guerre, parce qu'à leur retour, ils sont morts tous les deux. Il y en a deux qui sont morts des suites de guerre. Quand ils sont revenus chez nous, on a failli, à la fin, en 1918, on les a reçus sur la terrasse, car leurs vêtements avaient tellement de moustiques et de maringouins et des puces et tout ça. Il fallait les déshabiller là, et avec une grande bassine remplie d'eau bouillante pour mettre le linge dedans tout de suite. Donc ils sont revenus de la guerre. À Sarguin, il y avait 1 million d'hommes morts quand vous montez sur le plateau. Et je marchais sous les morts comme ça, pour aller, pour traverser. Hein? Et il n'y a pas beaucoup qui étaient sortis de Verdun. De Verdun, c'est là la guerre était plus solide, plus fort, à toute la gueule de la France. Verdun, après la malle, Verdun, comme ça. Difficile, fort. Mon collègue, tout ça, c'est bon, hein? Et il faut voir ça. Il faut voir comment les morts étaient là. J'ai fait 56e, j'ai fait 53e, j'ai fait un autre encore, mais j'ai oublié. Alors ça fait trois régiments j'ai fait. À chaque fois que les autres tombaient, on prend les autres, on les défend. Et j'étais dans la boue. Et j'étais un cassité chivé. Mon barbe était grande. J'étais mal vêtu. Et il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Et l'Allemagne, tous les quand on envoyait ici, comment ça s'appelait ça? Les vitamines pour manger, il envoyait un baume à Pixian pour ne pas manger de pain, pour ne pas manger de soupe. Nous mourons par la faim là, pour t'attaquer. L'Allemand envoie un fessé, ballonnette au canon, blanc. Quand c'est rouge, c'est venu corps à corps. C'est venu comme ça. Hein? C'est comme ça. Il y a personne qui connaissait la guerre. Hein? Le général même, tout ce général-là était derrière. C'est ce qui devant. C'est le caporal chef, c'est le chef, c'est l'aspirant, c'est tout ça qui était sous le fond. Mais le général même, derrière, il n'a pas ça. Eh bien, ce sont les soldats, la force c'est-à-dire, vive Guadeloupéen, vive Martiniquais et vive Cayennais. Et vive les Africains. Si nous avons sorti de là, de blessés, ici, bon, et j'ai fait toute la guerre, hein, mais j'ai le Seigneur qui est avec moi, le balle parti, le canon, les zombies tombés par là, le grenade, mais rien à... Eh bien, souvent, que je vois, c'est quand je suis toujours en souffrance, et lorsqu'on a soigné cette paix, alors là, on m'a dit sur le front qu'on a soigné ça, qu'on a dit qu'on a signé pour la justice. Là, nous étions sur la front toujours. Et bien, c'est là que la machine était soulagée, le cœur était venu normal, et puis je pensais c'était mieux. Et nous avons poussé l'Allemagne jusqu'à leur pays.
Tu vois? Eh bien, j'ai fait ça de jours, mais on n'a pas continué. Mais il y avait des copains, des Guadeloupéens qui étaient en France, ils disent, Eugène, pas dans le pays encore. Réfléchis, Eugène Guadeloupe. Ah non. Je viens de chez moi. Je vais aller voir maman et mon père. C'est dur, hein? On dit la guerre. Tout le monde dit la guerre. Mais il faut qu'on laisse ce que c'est la guerre. Voilà. La France devait considérer les 98, les 39-40, mais il devait toujours en condition, en faculté pour eux, parce que si ce n'est pas ces gens-là, ça, la France était finie. Ça, voici ma marionnette. Ouais. Voilà. Mon premier combat, c'était dans la Somme. Après avoir resté quelques mois dans la tranchée. Et puis nous avons fait un combat, un riz de combat. Un riz de combat. Alors, c'était la campagne. Alors, il y avait des Américains. Alors, la France était dans le centre. Il y a les Américains, il y a les Anglais, et il y avait aussi des Sénégalais. La violence du premier combat, il ne faut pas songer la mort. Et puis on nous a drogués. Hein. Avant le combat, on nous a drogués. Hein. Quand on a bombardé toute la nuit, à 5h du matin, on monte à l'assaut. Baïonnette de canon, gilet au menton, et combattre. Et j'étais fusilier et grenadier. Il y avait deux spécialités. Les gens qui tombent à droite et à ma gauche. Mais il ne faut pas songer la mort. Vous êtes là pour combattre, c'est mort vive. C'est ça. On n'a pas d'autre résolution. On peut replier dans un combat, mais avec l'ordre. Vous n'avez pas le droit de replier. Et vous voyez la mort en face. Et quand nous avons monté au combat, en sortant du tranché, monté dans les plaines au combat, et puis le premier est tombé sur mon capitaine. Mais même les gens qui sont tombés sur les champs, il y a des gens qui disent « Oh ma femme », il y a des gens qui disent « Oh mes enfants », il y a des gens qui disent « Oh ma mère », des gens qui souffrent, qui crient, droite et gauche. Mais quand on passe là, c'est la chance qui vous sauve. Il n'y a pas autre chose. J'ai vu les gens tomber. Et la guerre, c'est un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre bien. Mais quand on est dans la guerre, il ne faut pas songer absolument rien.
Et ni maman, ni papa, frère, c'est personne. Oui, je prends les gaz. Et puis, je payais ça cher. Parce que ma peau était brûlée, mes oreilles, mon bout de nez, mes lèvres, mes mains, tous les endroits qui est nu, quoi. Ce sont des choses inoubliables. Hein. On ne peut pas oublier ces choses-là. Quoique ma mémoire est un peu fatiguée, vous comprenez? Mais on ne peut pas oublier ces choses-là. Ça a imprimé, ça ne peut pas effacer. Eh bien, je vous parle de ma situation. On me donne 1200 francs tous les 6 mois. Vous croyez que c'est l'argent, ça? 1200 francs tous les 6 mois. 2400 francs par l'année. Pas bon, ça. Ce n'est rien. Aujourd'hui, la vie est si chère. Et je suis handicapé. J'ai touché un petit mandat. Mais on dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est pas suffisant. Ce qui m'est arrivé dernièrement, j'ai demandé, le chef des anciens combattants, j'ai demandé une petite augmentation. Il m'a offert 40 francs d'augmentation. Vous croyez que c'est sérieux, ça? Je prends les demandes et j'ai balancé ça. Moi, je sais rien, c'est un site, ça. 40 francs. Parce que un ancien combattant mérite à protéger. Un ancien combattant a rendu un grand service à la France. Pour la quantité de gens qui est tombé, qui est resté en France, les Antillais, les métropolitains et toutes les nations même. Eh bien, la France n'avait pas beaucoup de reconnaissance. On peut dire ça. Il y a une autre chose. Comme je vous ai dit, je suis fidèle à la France. Il y a ceci. Pendant la guerre, vous les Blancs, nous sommes frères. Après la guerre, nous sommes cousins. Voyez-vous la chose? Vous comprenez bien? C'est ça, c'est comme ça. Que voulez-vous? C'est ça. Les Malgaches. Dès 1915, les premiers tirailleurs malgaches sont envoyés aux Dardanelles. Puis les recrutements de 1916 les trouveront sur les champs de bataille de France, où ils s'illustrent notamment au Chemin des Dames et dans la deuxième bataille de la Marne. En 1916, suite à leur recrutement massif, des milliers de travailleurs malgaches sont affectés dans les usines de la Défense, dans des unités de ravitaillement ou aux travaux de voirie et de génie, comme la construction de la route d'Alfeld dans le Ballon d'Alsace, ou bien encore sur le canal de Berck à Dunkerque. Sur les 45 000 tirailleurs malgaches, 4 000 seront tués lors de la Grande Guerre et 1 millier perdront également la vie hors du sol français, disparus en mer ou morts sur le front d'Orient. Des cartes postales témoignent du séjour de tirailleurs malgaches à l'automne 17 à La Tremblade, en Charente-Maritime. Une légende précise que les Malgaches qui fraternisent ici avec les Trembladais ne sont pas dénués d'affection, mais qu'ils ont des noms un peu trop longs. À Menton, dans le Var, 156 tirailleurs malgaches reposent au cimetière du Trabuquet, parmi 1 millier de poilus d'ailleurs. Cent ans après la Grande Guerre, le souvenir de ces hommes que l'on fit venir de toutes les colonies s'estompe dans le tumulte du siècle le plus sanglant de l'histoire humaine. Que reste-t-il de leurs traces? Des stèles, ici et là, quelques monuments oubliés, et des milliers de tombes où sont gravés des patronymes de tous les continents. Il a fallu attendre un siècle pour qu'enfin, symboliquement, le jour de la fête nationale,
La République honore sur la plus belle avenue du monde les poilus d'ailleurs. Que sais-je de ces soldats, de leurs sacrifices? Quelle mémoire la France a-t-elle transmise à ses fils? Que sais-je de plus sur ce tirailleur en chéchia, souriant sur cette pub banane? Que sais-je d'eux et de leurs faits d'armes, de leur courage au combat, de leur peine et de leurs larmes? Que sais-je des massacres de Tiaroy ou de Sétif, de l'ingratitude de la mère patrie? Vois ces fantômes de soldats, leur regard, ils arpentent les cimetières, les églises et les hangars. Leur deuil est cristallisé, comme leur solde, bloqué, exclu de l'histoire, dépossédé. J'oppose l'idéologie du souvenir, de la dette, du sang, du rappel à la mémoire, à celle de l'oubli et de l'injustice, de la falsification de l'histoire, du déni de mémoire. Est-ce que tu sais que la France porte un poil cache, des hommes morts pour elle sur Saint-Robin-Tage? Est-ce que tu sais de Indochinois, Africains, Maghrébins, Malgaches? Mort pour la France. Une polémique sur l'émigration clandestine, là où les mêmes tombent à mort, les mêmes corps au fond des tombes encore. Politique du logement discriminatoire, quand des gosses brûlent les tasses à larmes, nous on pleure. Enfants d'immigrés, assimilés, intégrés, insérés, francisés, épuisés. Je redresse les chines pour trop de têtes baissées. J'attends pas d'excuses mais un chapitre dans l'histoire. Rappelle-toi, République, souviens-toi, tu nous dois déjà beaucoup, regarde derrière toi. Rappelle-toi, République, souviens-toi, n'étouffe pas mes larmes, arrête et prends-moi dans tes bras. N'étouffe pas mes larmes, arrête et prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Devoir de mémoire, passage du témoignage à l'histoire. Devoir de transmettre ce sentiment d'obligation à la régard.